Leonardo, bonjour. Bonjour Alex. Je te remercie déjà de me faire l'honneur de ta présence, vraiment. C'est un vrai plaisir pour moi de commencer mon premier podcast avec toi. C'était un souhait et j'avais vraiment envie que ça commence avec toi. Merci. Donc, Quel honneur. non, vraiment, pour aller dans le sens de cette introduction, j'aimerais que tu te présentes. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, même s'ils commencent à y avoir de plus en plus, que tu me racontes un petit peu qui tu es et d'où tu viens. Ok, merci déjà. Donc, je m'appelle Leonardo Pelagotti, d'origine italienne, 100% italien en réalité. J'ai grandi en Italie, puis le destin m'a fait voyager dans plusieurs pays, Danemark, Angleterre, France, où je suis maintenant. Donc, je suis le fondateur d'Inspire, Inspire Potential, et aussi le fondateur de l'Académie Inspire, école de formation autour de la respiration. Et j'ai commencé mon parcours dans tout ça avec la méthode Wim Hof. Alors, avant la méthode Wim Hof, il y avait quand même quelque chose. J'étais gymnaste au niveau national pour plusieurs dizaines d'années, 15 ans pour être plus précis. J'étais aussi ceinture noire de Kung Fu Shaolin et j'étais aussi ingénieur. Après, la méthode Wim Hof est arrivée. Je commençais à pratiquer des exercices nouveaux, un processus s'est mis en place. Des investigations nouvelles, notamment autour de la respiration. Je me suis certifié donc à d'autres méthodes, à d'autres techniques de respiration. Peut-être vous connaissez les noms, l'Oxygen Advantage, Buteyko, ce sont des techniques différentes et variées. Puis les breathwork, les pranayama, je suis devenu professeur de yoga. Okay. Et après, j'ai fait de l'animal flow pour revenir un peu au mouvement. Je continue toujours à pratiquer. Et avec Inspire Potential, voilà, je partage autour du biohacking aussi. C'est vrai que c'est plutôt une approche naturelle, tout ce qu'on peut faire avec notre corps, notre potentiel et la nature. Après, j'utilise aussi des outils, pas énormément, mais certains. Okay. Voilà ce que j'ai fait pour me présenter rapidement. Et donc, pour aller un peu plus loin dans ta présentation, aujourd'hui, donc tu es coach en respiration. Coach en respiration, entre autres. Tu as une école une académie. Des respirations, l'Académie Inspire. Okay. Je forme des coachs dans l'Académie Inspire pour que ces coachs puissent partager les bienfaits de la respiration, encore fort négligés. C'est un éloge à la respiration que je suis en train de faire pour la mettre en avant, comme un des piliers de la vitalité, de la santé qui sont un peu oubliés pour l'instant, mais qui sont en train de les redécouvrir. Et dans ces cadres-là, moi j'ai écrit 2 livres sur la respiration, j'ai des formations sur la respiration, donc je partage à des milliers de personnes. Je ne peux pas suivre tout le monde tout seul, donc j'ai formé des coachs pour qu'ils puissent aussi le faire avec leurs compétences, leurs outils, et là j'en ai formé 15. Super. C'est la première. C'était l'ouverture avec les 15. Ouais. Ok, top. Alors, pour que je comprenne bien, et c'est ça qui m'intéresse dans ton parcours, c'est qu'est-ce qui t'amène, je crois que tu étais ingénieur avant, et qu'est-ce qui t'amène de passer de ingénieur à prof en respiration, coach de respiration, entrepreneur. Comment on passe de ce métier d'ingénieur à Paris à une vie dans le Cantal, à être coach en respiration, faire des stages dans le Cantal. Dis-moi un petit peu. Alors, c'est vraiment par les pratiques que j'ai mis en place dans mon quotidien que petit à petit, j'ai transformé mon quotidien. Et moi-même aussi, j'ai changé la vision que j'avais du monde et de ma vie. Et ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas une crise où je me suis dit, je change de vie, j'en ai marre. C'était pas ça. Moi, j'étais heureux dans ce que je faisais, mais pas forcément accompli ou pas forcément aligné avec mon destin, je pense. Mais à l'époque, je me sentais bien. Je n'étais pas un malheureux et je devais changer de vie. Mais en fait, la pratique de cette méthode Wim Hof a commencé à vraiment me permettre d'investiguer d'autres sujets, l'envie de les partager avec enthousiasme autour de moi. D'abord, c'est les amis, les collègues, la famille. Et puis, de plus en plus, organiser de façon structurée des stages, des formations. Et dans ces cadres, c'est rendre compte que cette contribution-là avait beaucoup plus de valeur pour moi. Okay. Je me sentais plus aligné. C'était là où je me sentais à ma place. C'est là où je me sentais encore plus heureux, le bonheur de faire ça. Et là, de me dire, c'est ça que je veux faire. C'est ça où je sens que je dois investir mon temps, mon énergie. Et donc, progressivement, dans les années, changer. Ça a été un virage très progressif parce que ça a pris 5 ans pour les faire totalement. Voilà. Mais les jours, c'est un processus. Et s'il y a une première chose à souligner, c'est que
la pratique de ces méthodes, ça nous change malgré nous ou grâce à nous. Et ce n'est pas quelque chose de conceptuel, mais c'est vraiment progressif. Ouais. Voilà. Et donc cette phase de changement, elle est progressive. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont mal dans leur job, se sentent pas forcément bien. Au début, peut-être sans en avoir conscience, mais au fur et à mesure, ils le ressentent parfois par différents symptômes ou différentes sensations. À partir du moment où ils prennent conscience qu'ils sont plus bien dans leur job, c'est parfois difficile pour des personnes de switcher et de basculer vers autre chose. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui sont dans l'hésitation, ou qui sont entre deux phases de vie, deux jobs, et qui ont une vision vers un autre métier mais qui n'osent pas y aller? Qu'est-ce que tu pourrais... Alors déjà, moi je n'étais pas dans ces cas de figure-là, donc mon parcours était un peu différent dans le sens où cette conversion effectivement d'ingénieur à Paris à entrepreneur dans les Cantal, ça s'est fait pas parce que je voulais changer, mais parce que j'ai changé. Et à un certain moment, c'était nécessaire pour moi, et ça partait d'une recherche personnelle de quelque chose qui pour moi était important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y avait, pas au fond, parce que je suis pas arrivé au fond, mais sur cette trajectoire de découverte de mon potentiel. Okay. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette direction-là? Des choses que je n'avais pas osé explorer. Par peur, par, entre guillemets, excuse de manque de temps, de n'être pas à la hauteur, etc. etc. Et donc, c'est cette quête que j'ai osé entreprendre qui a été pour moi le véritable parcours, qui m'a permis aussi d'échanger des travails. Si quelqu'un, après, il n'est pas satisfait dans son travail, je pense que c'est un signal important sur quel est l'essence qu'on veut donner à notre vie. Donc, c'est une réponse un peu plus philosophique que je donne. Peut-être ce n'est pas très pratique. Vous pouvez vous dire, ouais, mais qu'est-ce que j'en fais avec tout ça? Mais je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas peut-être en confusion entre les moyens et les finalités dans notre vie? Certaines choses dans notre vie, ce sont des moyens pour atteindre des finalités, et d'autres, ce sont des vraies finalités. Et des fois, en fait, quand on se retrouve dans des travails, dans des boulots, qui sont en théorie des moyens pour atteindre quelque chose qui est en finalité, mais cette finalité, on ne l'a pas, et c'est pour ça qu'on se sent malheureux avec ces seuls moyens, parce qu'on va nulle part avec. Donc ces signaux, c'est peut-être les signaux qu'on doit regarder plus loin sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Des fois, ce n'est pas évident, ça passe par la question de qui suis-je. Donc ce sont des questions importantes. Mais là, s'il y a un malheur, au départ, ça peut être un moteur pour changer. Ouais. Et donc, il faut creuser. Alors peut-être que la réponse, ce n'est pas dans les changements des travails, mais c'est dans les changements du regard qu'on a sur notre vie et sur le monde. Et peut-être dans la question de comment je veux contribuer aussi, parce que des fois, en fait, les bonheurs, on les trouve aussi par la contribution qu'on apporte. Et donc, les changements de focus, en quelque sorte, de qu'est-ce qui va m'amener des bonheurs à moi, à comment je peux amener du bonheur aux autres, ça peut peut-être nous aider à trouver notre voie aussi. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Qu'à un certain moment, je me suis dit comment je peux aider l'autre dans ces parcours-là. Ça m'a énormément comblé aussi parce que ça m'a demandé de faire un travail sur moi. Ouais. Et des fois, quand j'étais trop focus sur moi, j'ai coincé. Donc, c'est peut-être une piste différente par rapport à ce qu'on entend. D'exploration, en tout cas. Après, ces signaux-là à la base, c'est vraiment un signal qui veut dire quelque chose. Donc, à mon avis, il ne faut pas l'ignorer et il ne faut pas non plus prendre trop de temps pour commencer à réfléchir et à agir et à changer. Et que peut-être qu'on n'est pas malheureux parce que le travail ne nous convient pas. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Et finalement, moi, quand j'étais ingénieur, quand j'ai commencé à faire mes pratiques au quotidien, j'étais hyper heureux toujours en étant ingénieur. Même si ingénieur dans l'énergie, ce que je faisais, ce n'était pas ma finalité de vie. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Mais déjà, juste l'introduction de ces pratiques au quotidien me donnait une grande joie, une grande énergie. Donc, avec cette grande joie et énergie, je l'ai utilisée pour creuser. Et ça m'a amené à un changement par la suite. Ok. Est-ce qu'il y a un élément dont tu te rappelles où tu t'es dit, ok, ce signal-là, ce ressenti-là, c'est le start qui fait qu'aujourd'hui, de la pensée, je passe à l'action et je décide, j'acte que je change de métier et je fais un virage à 360 pour
pas tout plaquer, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu vas progressivement. C'était progressif, ouais. Mais progressivement, tu dis, ok, il y a un premier signal, puis un deuxième signal, puis un troisième signal. Est-ce qu'il y a un truc que tu retiens aujourd'hui qui a été vraiment un signal fort où tu as dit, ok, là, il y a un moment de bascule? Oui, il y a eu un moment des réflexions. Et pour partager avec vous, c'est aussi simple. J'étais dans ma semaine de ski avec mes collègues, mes amis. Et en fait, j'étais heureux d'être en nature, en montagne, de faire du ski, d'être dehors. Et en fait, je voyais les temps passer et dire, oh mince, il faut que j'y revienne au travail. Et quand je suis revenu au travail, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai décidé d'échanger mon temps et ma vie face à un salaire? C'est vraiment un choix. Pourquoi je veux le faire? Et ça m'a beaucoup interpellé parce que finalement, je me suis dit, là, je change de vision du monde. Avant, j'ai pris mon diplôme, je suis ingénieur. La première chose que j'ai fait, c'est chercher un boulot. En fait, j'avais déjà un boulot avant d'avoir terminé et c'était top. Voilà, c'est là qu'il fallait faire. Mais je n'avais pas pris conscience que j'étais en train d'échanger mon temps, ma liberté, entre guillemets, pour un salaire. Alors, c'est très bien au début parce que ces moyens qui a l'argent, ça nous donne des possibilités. Ouais. Mais à un certain moment, je me suis dit qu'en fait, ce n'était pas comme ça que je voulais conduire ma vie et que je devais les faire autrement. Donc, j'avais besoin de plus de latitude, d'ouverture. Et donc, c'était pour moi un signal important que peut-être d'être salarié, au moins dans ces cadres-là, dans un bureau, et loin de la nature, était quelque chose qui ne me correspondait pas. D'accord. Mais je n'avais aucune idée sur qu'est-ce qu'était être entrepreneur, créer son entreprise, ou alors je n'y pensais même pas. Mais je savais que là, il y avait un point qui ne me convenait pas. L'effet de ne pouvoir pas disposer librement de mon temps et de ne pas pouvoir négocier en fait ça, en quelque sorte, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de marge. Voilà, ça, c'est les congés. Tu ne peux pas dire, bah, écoutez, cette année, ce n'est pas 5 semaines, ça va être 10. Et vous me payez moins cher. Ce n'est pas forcément possible. Et donc là, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Et justement, c'est quelque chose qui, par la suite, est venu quand je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à partager ça dans mes soirées, mes week-ends et mes congés, je ne considérais pas ça comme un travail. Ouais. Mais en même temps, je pouvais générer des ressources. Mais je ne me suis pas encore considéré au travail depuis que j'ai commencé, il y a 7 ans. Quand je fais ça, je ne dis pas « aujourd'hui, je travaille ». Alors certes, je ne suis pas en vacances, rien faire, mais je ne me sens pas au travail. Ouais. Je suis toujours, comment on l'appelle, un travail et vacances, un travance. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Je suis en travance. C'est en permanence du travail et de la vacance en même temps. Donc ça, c'est une sensation qui me plaît. Et au moment où je me sens que je suis en train de travailler, il faut que je travaille et tout. Ouais. Et tout à l'heure, tu as dit un truc hyper intéressant, c'est-à-dire que tu t'es dit qu'il fallait que tu changes, enfin que tu étais en train de changer de prise par rapport à ton travail parce que tu avais changé intérieurement. En fait, tes envies, elles changent. Peut-être qu'à un moment donné, tu te sens inconfortable dans ton travail ou carrément que tu n'aimes plus ton travail parce que peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu n'es plus la même personne que quand tu commences le métier que tu faisais auparavant. Donc, c'est sûr. Toi, entre le Leonardo d'il y a 10 ans, parce que c'était il y a 10 ans, parce que c'était en 2016 que tu as monté Inspire, c'est ça? Ouais, un peu moins que 10 ans, mais ouais. Et le Leonardo de maintenant, il y a quoi qui a changé profondément à l'intérieur de toi? En termes de valeurs, en termes de priorités il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après, il y a des choses communes qui sont restées, mais peut-être j'ai donné plus de poids à ce qui est authentique et ce que je ressens véritablement comme être important pour moi, que je m'étais à côté avant parce que j'avais une certaine éducation, un certain formatage qui m'a dit tu seras bon à l'école, tu auras un diplôme, tu auras un bon boulot, tu feras carrière. Donc tout ce que tu veux vraiment faire, tu le mets à côté parce que ça ne fait pas partie de cette direction-là. Et là, je me dis, en fait, pourquoi? Pourquoi, en fait, je dois faire carrière? Pourquoi? Et alors que tu dis, en fait, parce que je veux être heureux. Ou alors parce que je veux beaucoup d'argent. Ok, mais pourquoi je veux beaucoup d'argent? Comme ça, je vais être heureux. Ou alors, et en fait, finalement, c'est la différence entre la moyenne et la finalité. Et à un certain moment, je me suis dit, c'est pas possible juste de me perdre dans un parcours où un jour, enfin, je serai arrivé quelque part et je pourrais me dire que c'est bon. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, ça vaudra plus. Donc, il y a besoin de vivre les chemins de façon différente.
et que les chemins soient en route importante autant que l'arrivée. Alors après, on peut se donner une trajectoire, une direction, et la trajectoire aussi, a aussi changé. Je pense qu'avant, c'était beaucoup sur la réussite personnelle, aussi pour démontrer qu'on vaut quelque chose, qu'on est bon, qu'on a des valeurs. Et puis, c'est plus sur la contribution aussi et la croissance intérieure plutôt que la réussite. Alors, la réussite reste importante pour moi, je ne les cache pas. Je ne suis pas aussi détaché qu'on pourrait l'être dans certaines voies spirituelles où on dit je me détache totalement de tout besoin, des reconnaissances. Alors, je n'y suis pas encore. J'y travaille en tout cas, je pense que c'est important. Mais c'est important pour moi de réussir Inspire, c'est important de réussir ce que je fais. J'y crois aussi, je pense que c'est aussi utile pour les autres. Mais en même temps, c'est vrai que la contribution, ça reste fondamental. Donc, il y a la réussite de ce que je fais, mais il y a aussi la réussite dans l'utilité, dans les bons de ce que cela amène. Et ça, peut-être, il n'y avait pas beaucoup avant. Ouais. C'était plutôt, OK, quel boulot je vais avoir, quel poste je vais incarner, combien je vais gagner, combien de personnes je vais diriger. Ça, c'était très orienté moi. C'est très moins. Et là, c'est plus, OK, j'ai quelque chose, j'ai commencé un projet, comment ça, je peux le partager en le faisant réussir et vivre, mais pour que les autres en retirent un bienfait et qu'ils me disent à la fin, ou à la fin ou pendant, merci, ça m'aide. Ouais. Ça, pour moi, c'est très important. Je les reçois beaucoup. C'est vrai que je passe de plus en plus de temps à accueillir ça et à sentir cette gratitude aussi que je reçois. Pour moi, c'est important. Donc, j'oriente mes projets aussi dans ce sens. Donc, pour résumer, tout à l'heure, tu disais, en gros, avant, tu travaillais pour un salaire, pour de la reconnaissance, pour un poste, pour un titre. Et progressivement, tu as basculé vers je travaille, en tout cas, j'ai l'impression de travailler pour donner, pour servir, et pour quelque chose qui est en fait finalement un peu plus grand que nous, un peu plus grand que toi. C'est ça? Oui, ouais, totalement. Ok, et là-dedans, on revient sur ton cœur de métier, l'histoire avec Wim Hof, l'histoire avec la respiration. C'est quoi le lien qu'il y a entre cette évolution? Et je pense que, comme tu disais au début, ces pratiques-là qui, en les faisant, ça fait émerger aussi ces prises de conscience, ces changements, ces virages. C'est comme si on s'est dépollué de certaines choses qui ne nous appartiennent pas. On se purifie de certaines formes mentales qui nous ont été transmises, de certaines croyances qui nous ont été transmises. Et en fait, on dépollue, on déleste. Et ça passe aussi beaucoup par la pratique. C'est aussi des enseignements. C'est vrai que j'ai beaucoup étudié la philosophie, le bouddhisme, la spiritualité. Mais ça passe beaucoup par la pratique. Et je pense que de faire des bains froids, de faire des respirations, de pratiquer du mouvement, de pratiquer la méditation, de pratiquer le jeûne, de faire toutes ces pratiques-là, finalement, ça nous change. On n'a pas qu'on pratique avec un bienfait. Ce n'est pas si matériel que ça. Ce n'est pas si utilitaire que ça. Il y a aussi vraiment un processus. Et ça, on ne le voit pas à chaque instant. Mais on le voit avec un peu de recul, un peu de temps. En fait, c'est un processus. Je me suis transformé. Je me suis transformé sur mon corps. Je me suis transformé dans ma tête. Je me suis transformé dans mon cœur. Et ça, c'est un peu difficile à expliquer rationnellement, mais c'est ça que je vis. Et la méthode Wim Hof, ça a été l'entrée. Direct. C'était mon entrée dans ce monde-là de la pratique, parce qu'avant, je faisais de la gymnastique, mais c'était pour les corps. Il n'y avait pas en dimension conscience. Bien sûr qu'il y avait tous les liens qu'il y a avec la perception de son corps, une formation du caractère, c'est sûr. Mais il n'y avait pas un prisme plus des croissances intérieures. Même si tu grandis comme personne, en faisant ce que tu fais, il n'y avait pas ça. Et avec la méthode Wim Hof, ça m'a fait prendre des claques, où en fait, je prenais conscience d'autres dimensions de moi, d'autres dimensions de la nature, d'autres dimensions des états de conscience autres. J'ai sorti dans certains états et je voyais les choses différemment. Voilà, ce sont des expériences qu'il faut vivre pour comprendre. On peut être dans un groupe des 25 et ça nous fait chier parce que 25 personnes, c'est trop. Et en fait, je veux plus pour moi, je veux plus d'espace, plus de tranquillité, plus d'attention, de Wim Hof et tout. Et après, on est en cercle dans la glace et les autres te soutiennent, t'aident à t'habiller. Ils sont là dans la peur, ils sont là dans la peur de la mort. Et en fait, ces 25 personnes se transforment en « j'aime l'autre ». À ce moment-là, si tu ne l'as pas vécu, ça ne veut rien dire. C'est OK, c'est juste les autres, tu aimes les autres, je ne comprends pas. Mais quand tu fais cette bascule qui avant,
il y a plein de gens, non, je veux juste moi. Et puis là, tu es confronté à quelque chose et ensemble, tu vois que les autres, ils sont vraiment dépignés pour aller de l'autre côté. Tu dis, mais en fait, les autres, je les vois totalement différemment. Donc là, tu changes, tu as des prises de conscience qui sont autres. Clairement. Donc il y a un parcours différent. Tu es plus comme ça s'ouvre un peu. Donc tu regardes un peu à droite, un peu à gauche, et tu dis, peut-être que je vais aller un peu plus vers là. Je ne sais pas comment te l'expliquer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti pour être venu à un de tes stages, où on était, pareil, une petite vingtaine, où au début, personne ne se connaît et on regarde un peu les uns les autres de loin qui ils sont. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le stage, avec les différentes pratiques, que ce soit en termes de respiration, mais également en termes d'exposition au froid, ou les petits moments où on peut échanger entre nous, au fur et à mesure, il y a une forme de cohésion qui se crée. Et je mets un moment très fort qui me revient, c'est quand on est il y a un moment où on faisait un bain froid au chalet et on devait descendre en même temps dans l'eau, synchroniser nos respirations pour pouvoir ressortir en même temps. Et il y avait une forme d'unicité qui ressortait du groupe. Et après ça, le groupe s'est vraiment soudé et il y a eu quelque chose de très fort qui est ressorti de ça et ça m'avait vraiment marqué. Donc ça rejoint complètement ce que tu viens de dire là. Mais là, je vais faire un gros bond en arrière, parce que je ne suis pas hyper cadré, mais je refais un petit bond en arrière. Est-ce que tu peux expliquer de manière simple, c'est quoi la méthode Wim Hof pour quelqu'un qui tomberait sur cette vidéo et qui ne sait pas du tout ce que c'est? Alors, la méthode Wim Hof, déjà Wim Hof c'est une personne, l'homme des glaces, donc on pourrait dire c'est la méthode de l'homme des glaces. Et il y a 3 piliers. L'exposition au froid, c'est bain des glaces dont on parle, les techniques de respiration de cette méthode et toute la partie sous la sphère du mental, la persévérance, l'engagement, la gestion du stress, l'attitude mentale, etc., etc. Et ces 3 piliers forment vraiment une méthode avec des techniques, des protocoles qui vont travailler sur plusieurs sphères, la sphère physique, la santé, la performance, la sphère mentale, la gestion du stress, la gestion des émotions, mais même la quantité d'énergie disponible. On travaille vraiment sur notre personnalité, sur plusieurs plans, pour que dès cela, il y a quelque chose de plus aligné qui sort, plus centré. Et finalement, on fait jaillir les potentiels intérieurs. C'est vraiment ça que je les vois. Moi, je suis de l'école orientale par rapport à ça. On n'a pas besoin d'aller chercher les potentiels à l'extérieur de nous. C'est déjà nous, mais en fait, il est caché. Il est poussiéreux. Et là, on va dépoussiérer ça. On va les nettoyer, on va les faire remonter. Et en fait, c'était déjà là. Ouais. Alors, ces pratiques-là, à mon avis, ça permet ça. On en ressort comme des meilleurs humains. Est-ce que tu considères que ça t'a aidé à être plus heureux ou en tout cas à accéder à une autre partie de toi plus épanouie? Ouais, totalement. Ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, moi, j'ai toujours eu un peu des difficultés au niveau de la gestion de mon mental, qui étant très fort, il pouvait vraiment me déstabiliser. Quand j'étais gymnaste, la psychosomatisation du stress m'a mis KO. C'est-à-dire, est-ce que tu as des exemples concrets de ce qui pouvait se jouer là-haut? Les discours mentaux qui tournaient en boucle négatifs a un impact sur les corps en les déstabilisant, maladie, stress, fatigue, etc. Et moi, j'étais très mauvais à gérer ça. Et quand j'ai commencé à pratiquer la méthode Wim Hof, j'ai su changer ces boucles mentales-là, les casser, les renouveler pour quelque chose de positif. Donc, accéder à la psychosomatisation positive. Hein? Ouais. C'est énorme. Et donc, on l'appelle, certains, ils parlent d'effet placebo. Mais l'effet placebo, aujourd'hui, a une notion de quelque chose qui n'existe pas. Mais l'effet placebo, c'est l'effet positif de ça. C'est ça. Et quand on applique ça, ça peut changer notre vie. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup impacté. Donc, j'en suis vraiment reconnaissant. On ne peut pas dire que j'ai abouti à quelque chose, parce que des fois, je vois que j'ai encore des côtés qui ne sont pas gérés. J'en prends de plus en plus conscience. Mais ça m'a énormément aidé à être plus serein, à gérer mes émotions, à avoir plus de joie. C'est sûr et certain, à m'ouvrir. Ouais. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Tu étais fermé avant? Je n'étais pas fermé, j'étais toujours quelqu'un des social, mais des fois, j'avais un peu du mal avec des émotions qui faisaient du haut, du bas, du stress qui partait très haut, très vite. Ça pouvait du coup fermer aussi, dans certaines occasions, à l'autre. Et donc, avec des pics d'émotions très hauts, très bas, donc une gestion des émotions un peu fouillie. Est-ce que dans la méthode Wim Hof, il y a une chose qui t'a plus aidé pour, on va dire, stabiliser ces émotions et reprendre un peu le contrôle?
Ou c'est l'ensemble du Non, protocole? c'est vraiment l'ensemble. Mais c'est vrai qu'au départ, pour moi, c'était l'effroi. Ouais. L'effroi, ça m'a beaucoup aidé à maîtriser des réponses à certains stimulus extérieurs. Après, c'était la respi par rapport, tu vois, il y a eu une évolution. Mais après, comme je vous disais, aujourd'hui, dans les stages de la méthode Wim Hof, c'est qu'il y a une synergie entre ces trois piliers. Donc, c'est vraiment les trois ensemble. Après, mon départ, c'était froid. Ok. Et donc, au-delà de la méthode Wim Hof, aujourd'hui, qu'est-ce qui contribue à ton bonheur? C'est au-delà de la pratique de la méthode, ton job, ton environnement, ce que tu vas manger, comment tu bouges. Est-ce que tu peux dire un petit peu plus qu'est-ce qui compose aujourd'hui Oui. Bah, pour moi, c'est vrai que mes pratiques au quotidien sont importantes pour m'aligner, me retrouver, me sentir présent, moins dispersé, moins stressé, moins centrifugé par les distractions du monde. Donc, ces pratiques m'alignent et me permettent d'accéder au bonheur, en sachant que le bonheur et la joie, c'est quelque chose qu'on crée à l'intérieur de nous et qui ne peut pas venir de l'extérieur, même si les choses à l'extérieur peuvent contribuer à aider ou pas, certes. Ouais, Si quelqu'un vient, te fait un câlin, te dit merci, ça va t'aider par rapport à quelqu'un qui critique quelque chose, c'est sûr. Mais les stoïciens m'ont aussi beaucoup inspiré, ça doit venir de l'intérieur. Le bouddhisme, ça doit venir de l'intérieur. Donc, ces pratiques-là, elles t'ont mis en condition pour pouvoir les créer et l'accueillir quand ça vient de l'intérieur. Ouais, Parce que si tu n'es pas en position de l'accueillir, tu l'attends qu'il y ait de l'extérieur. Donc, quand il n'y a pas, c'est difficile. Après, pour moi, ce qui me donne beaucoup de joie, c'est être à l'extérieur, être en lien avec la nature, tout simplement. Bouger dehors, ça me fait du bien. Donc, ce sont des choses que moi, je me connais, ça me fait du bien. Et puis, une autre chose qui me fait vraiment du bien et qui me rend heureux, mais pas la joie excitée, plus en joie stable, plus en bonheur, c'est de sentir que j'ai accompli, que j'ai fait ce que je devais faire, que je fais un pas en avant dans la direction dans laquelle je devais aller. Des fois, ça peut être aussi simple qu'avoir réussi quelque chose au travail que je devais faire depuis longtemps. Et des fois, c'est de me sentir d'avoir fait un pas en avant dans moi-même. Des fois, c'est de sentir que j'ai aidé quelqu'un. Mais c'est de me sentir que je suis allé dans la bonne direction, que j'ai employé mon temps, mon énergie dans la bonne direction. Et vice-versa, quand je sens que je ne fais pas ça, que j'ai gaspillé, ça me rend hyper malheureux. C'est qui fait de moi une personne très exigeante. Et des fois, ça peut être challengeant pour moi, mais aussi pour les autres. Oui. Apparemment, donc, tu sais, au niveau du cerveau, il y a la sécrétion de dopamine, donc pour le plaisir, et, une hormone du plaisir. Et donc, il est prouvé que quand tu accomplis une tâche, tu sais, quand tu fais ta to-do list, il y en a qui font des to-do list à rallonge, mais parce qu'au niveau du cerveau, il y a une sécrétion de dopamine quand on vient accomplir une tâche qu'on a programmée. Et c'est sûrement ça qui te permet, toi, quand tu dis je suis content à la fin de ma journée, quand je sais que j'ai accompli ce que je devais faire, qui te rend bien, quoi. Donc, et après, l'autre chose dont tu parles qui est intéressant, c'est j'ai lu un bouquin, là, je ne sais pas si tu connais The Good Life, de Robert Waldinger, ça ne te parle pas? En gros, c'est une étude longitudinale qui a été faite à l'université d'Harvard sur c'est quoi le bonheur. Donc ils ont pris un échantillon de je ne sais pas combien de familles à Boston, dans laquelle ils ont suivi tout au long de leur vie les différentes évolutions de vie de chaque personne, et avec des questionnaires réguliers pour voir un petit peu quand est-ce qu'ils se sentaient bien, quand est-ce qu'ils se sentaient pas bien. Et ce qui ressortait en numéro 1, en termes de qu'est-ce qui procure du bonheur, c'est la relation aux autres. Le fait d'être entouré, le fait d'avoir un réseau social, le fait de pouvoir échanger avec des gens. Toi, tu le retrouves dans ta sphère perso, mais tu le retrouves aussi essentiellement dans ta sphère pro. Oui, tout à fait, dans la sphère pro. Et j'aimerais bien aller plus loin aussi, parce que ça, c'est un des éléments que je retrouve dans la sphère pro avec Inspire. Mais pour moi, ça va encore plus loin, c'est de se sentir bien avec soi-même. Ça veut dire c'est super quand tu es avec les autres et cette relation sociale, à mon avis, c'est important. Tu as raison. Dans les zones bleues, on a démontré qu'ils vivent longtemps parce qu'ils sont heureux et ils sont heureux parce qu'ils ont aussi une vie sociale accomplie. Tu peux dire ce que c'est? Les zones bleues, c'est les zones où il y a la longévité plus haute dans la planète, plusieurs zones. Il y a certains facteurs communs. Les liens sociaux, c'est un de ces facteurs communs. Les autres, je vous laisse découvrir. Mais je pense que c'est sentir bien avec soi-même, tout seul,
c'est très important aussi. Parce que sinon, on a toujours besoin d'être avec quelqu'un et se sentir bien avec quelqu'un d'autre. Mais moi, c'est de me sentir bien avec moi-même. Les liens avec moi-même est important. C'est pour ça que je te disais de sentir que je suis allé dans la bonne direction vis-à-vis de moi-même. C'est de me sentir qu'on pourrait parler, alors peut-être ça vous parle ou pas, de la vertu, que j'ai passé une journée vertueuse, que j'ai agi en accord avec la vertu, que ce que j'ai fait répond à quelque chose de bon, de juste, de vertueux. Et quand je fais ça, je sens que ça me génère un bonheur latent, stable. C'est pas la joie excitée. C'est pas un pic, quoi. C'est pas un pic, mais c'est là. Et ça me fait beaucoup du bien au niveau du cœur. Après, c'est important aussi d'avoir la joie. Et ça, sur les relations sociales, c'est vrai que ça peut m'amener les pics de joie. Un accolade, un moment où on danse dans les froids, un moment où c'est waouh, entre potes, on se serre. Ça, c'est super. Ou alors les liens un peu proches dans les couples. Et ça va de pair, hein. C'est ensemble. C'est pas un plus important que les autres. Mais je pense que la relation à soi, elle est peut-être des fois un peu négligée, ou ça peut même faire peur, la solitude, les silences, la méditation, de pouvoir se regarder, de voir est-ce qu'on est fier de soi. Toutes ces questions-là sont, à mon avis, très importantes aussi. On est dans une société où, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est de moins en moins seul. En tout cas, tout est fait pour qu'on soit de moins en moins seul. Les réseaux sociaux, même la télévision, tout est fait pour générer du lien, mais j'ai l'impression qu'à côté de ça, il y a de moins en moins de gens heureux parce qu'ils ont du mal à accepter d'être seuls et profiter du plaisir d'être seuls. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à rencontrer d'autres personnes juste pour éviter d'être vraiment en solo. Ah oui, absolument. Il y a aussi un truc moi qui m'avait vraiment interpellé. Tu parlais tout à l'heure du fait du silence. En fait, on est dans une époque où il n'y a plus vraiment de silence, c'est-à-dire zéro bruit. C'est très perturbant. Faut venir dans les Cantal. C'est très perturbant pour l'esprit, zéro bruit. J'ai fait une expérience à Paris. Meizo, ça te parle? C'est quoi les tanks d'isolation? C'est là où c'est dans les bulles, il y a plus des... Exactement. Ouais, je l'ai fait, ouais. Donc j'ai fait ça. Donc c'est des bulles où en gros c'est une sorte de jacuzzi. Les flottaisons, ouais. Flottaison, c'est des caissons de flottaison. Caissons de flottaison. À l'intérieur, il y a de l'eau salée, très salée, qui fait qu'on flotte. Et tu peux choisir un programme dans ton caisson. Silence complet, une méditation guidée, une musique. Et avec ou sans lumière. Et moi, j'avais pris sans lumière et zéro bruit. Sauf que ça devait durer 3 quarts d'heure. Au bout d'un quart d'heure, je suis sorti. Parce que complètement coupé de mes repères. Limite angoissant. Et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Ça devrait détendre. Bah oui, je suis là pour me détendre et j'y arrive pas. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, on n'a plus l'habitude de zéro bruit. Toujours un bruit de fond. Là, on entend, il y a des oiseaux. Mais zéro bruit, c'est très perturbant. Donc effectivement, ça te ramène à être tourné vers toi. Et c'est parfois très compliqué. Mais c'est un bon point de départ. Ça veut dire que là, il y a un signal à écouter. Ah, c'est sûr. Si on est mal à l'aise en silence avec soi-même, c'est un bon signal à écouter. Et cet été, je me suis donné justement un moment où je voulais être seul et faire mes pratiques. Alors, les pratiques, déjà, c'est mes moments de solitude. Je pratique généralement seul, en silence. Et je les fais, si je peux, en nature, maintenant, parce que j'habite dans les Cantal. Et des fois, je les fais à Paris, et il y a du bruit. C'est pas la même chose, hein, mais d'accord. Mais ces moments de pratique, ce sont des moments justement où tu passes tout seul avec toi-même. Mais ça peut être plus simple que de démarrer tout de suite avec une méditation. Parce que tout de suite, méditation vipassana, ok, non. Il y a beaucoup de gens qui ne feront pas. Je suis déjà. Alors que faire des pratiques comme de la respiration, ou alors du mouvement en conscience, ou alors coupler ça avec des petits moments de méditation et tout ça, ça peut introduire à ces pratiques en solitude et en silence. Donc ça, c'est très bien. Et cet été, je me suis dit, bien, je vais passer 2 semaines seul à la montagne, je vais marcher, je vais méditer, je vais respirer, je vais étendre mon portable pendant 2 semaines. Et à la fin, mon portable était éteint juste 2 jours sur les 2 semaines. Parce qu'à la fin, je me disais, attends, mais ça serait bien que je fasse ça, fasse ça. Et même si j'étais isolé dans les montagnes, j'ai vu à quel point, en fait, cette distraction de toujours faire quelque chose, d'être dans l'activisme permanent, nous a, parce que sinon, on a un peu l'impression de rater quelque chose. C'est ça. Et ça, c'est un signal aussi.
On est en train de zapper quoi? C'est une bonne question. Une bonne question. Très bonne question. Qu'est-ce qu'on est en train de zapper? Et donc, ces 2 jours-là où je l'ai éteint, c'était super. Et les autres jours où je ne l'ai pas éteint, je me suis dit à la fin de mes journées, tiens, je suis content parce que j'ai fait des choses que je voulais faire depuis longtemps et je n'avais pas pu faire. Mais en même temps, je n'ai pas réussi à off total parce que les vides, ça me faisait un peu peur, en quelque sorte. Pas peur du vide en soi, mais peur du manquer de quelque chose qui pourrait remplacer les vides. Ouais. Ça me fait penser à 2 choses là. Déjà, j'ai un de mes futurs kiffs que j'aimerais bien mettre en place. C'est des choses que je me suis dit que j'allais faire là, bientôt. J'aimerais partir seul, faire un séjour en bivouac. Dans la montagne, ma tente, mon réchaud, et puis seul avec la nature. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais faire pour vraiment travailler là-dessus. Donc ça, je pense que je vais le faire au début du printemps. Il faut attendre qu'il fasse un peu plus beau quand même. Et la deuxième chose, c'est de quoi tu penses que les gens, enfin on va parler pour nous, de quoi on a peur quand on se retrouve seul en fait? C'est quoi la plus grande peur de l'être humain par rapport au fait d'être en solitude? Pour toi, c'est ton rapport à la solitude, il est constitué de quoi? Tu as peur de quoi? Pour moi, pour toi, ce qui me fait peur à moi, ouais. Moi je dirais que quand on est seul, peut-être on est un peu obligé à regarder en profondeur ce qu'il y a sous les tapis et des fois ça peut un peu déranger parce que ça nous confronte à des choses qu'on sait qu'on doit changer mais qu'on n'a pas trop envie parce que les changements, ça coûte. Et donc ça nous confronte un peu à nos imperfections, nos limitations, des choses qu'on n'aime pas de nous. Ça peut faire peur un peu par rapport à ça. Quand on est avec les autres, finalement on se concentre sur l'autre et pas sur nous. Ouais. Donc c'est un peu un voie d'échappement. Est-ce que pour améliorer ta sensation, ton bien-être, on peut parler ensemble du développement du potentiel humain, parce que c'est quelque chose qui est important dans ce que tu proposes. C'est quelque chose, moi, qui m'intéresse de plus en plus, comprendre quelles sont les ressources internes qu'on possède déjà à l'intérieur de nous, qui nous permet d'être meilleurs, de nous permet d'être en meilleure santé. Est-ce que tu peux me donner un petit peu une liste de choses qui, pour toi, sont essentielles à prendre en considération, en tout cas à prendre conscience, qui te permet d'être en meilleure santé, d'être plus heureux? Oui. Il y a plusieurs, mais la première, commencer par la respiration. Pour toi, c'est la base. Oui, alors il y a plein. Mais à mon avis, il faut commencer par la respiration, parce que la respiration est avec nous déjà, tout le temps, tout le monde là. C'est quelque chose qu'on fait depuis la naissance jusqu'à la mort, sans s'arrêter. Et c'est une bonne piste de départ. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des traditions millénaires qui vont du yoga au bouddhisme, aux arts martiaux, qui met ça un peu au centre. Après, il peut y avoir des écoles plus orientées sur le mouvement. Il peut y avoir des écoles plus orientées sur la respiration, plus sur la méditation, plus sur les dons, les services aux autres, la prière, etc. Mais moi, je pense que commencer par la respiration, aujourd'hui, c'est quelque chose d'accessible pour tout le monde. Et donc, moi, je conseillerais de commencer par là. Okay. De toute façon, on va avoir des bienfaits en plus en les faisant. Donc, ce n'est pas juste, tiens, j'ai passé du temps comme ça et je perds mon temps. Non, vous allez tout de suite avoir des bienfaits. Vous allez vous sentir mieux, moins de stress, plus d'énergie. Donc, ça fait même du bien en même temps que ça. Donc, moi, je conseille que pour aller déployer son potentiel, passer par la respiration en premier, c'est une bonne piste, mais ce n'est pas la seule. Hein. C'est absolument pas la seule piste possible. Tu peux juste, je te coupe rapidement, mais est-ce que tu peux juste dire, pour une personne qui se dit, oui, mais la respiration, je respire tous les jours déjà, de quoi il me parle? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui te dit ça et quel exercice tu peux déjà conseiller à te dire, bah, tiens, essaye ça et vois si tu te sens mieux avant ou après d'avoir fait cet exercice? Oui, donc quand je parle de pratiquer la respiration, je ne parle pas juste de respirer et comme ça vient. C'est de pouvoir travailler sur sa respiration pour la maîtriser. Et la respiration a un grand pouvoir à nous donner. Mais il faut travailler avec, déjà de façon plus ou moins consciente. Disons qu'on ne va pas être tout le temps conscient de comment on respire, mais avoir des moments où on sait comment on est en train de respirer, de les modifier si on les souhaite les faire, et si on les modifie avec des techniques. Ces techniques peuvent faire partie de certains protocoles, ces protocoles de certaines méthodes, et ces méthodes vont
à entamer des processus de transformation sur nous. Et avec ça, on peut même explorer à un certain moment en changeant, en créant une autre façon de les faire. Mais donc, au départ, c'est suivre des techniques de respiration et être présent quand on le fait. Donc, ça veut dire ne pas penser à ce qu'on a mangé hier, on va manger demain, quand on respire. Déjà, c'est la base. Pensez juste à la respiration qu'on est en train de faire. Observer, être conscient. Et la technique qu'on va choisir, c'est important. C'est comme dire, est-ce que c'est pareil de faire un squat ou une pompe? C'est du mouvement. Alors c'est pareil, fais l'un ou l'autre. Eh bien non, attends, si tu veux travailler tes jambes, tu ne vas pas faire des pompes. Et dans la respiration, c'est pareil. Est-ce que c'est pareil de faire la respiration Wim Hof ou la respiration Katana? Ben non. Est-ce que c'est pareil de faire la cohérence cardiaque ou la respiration carrée? Ben non. Est-ce que c'est pareil de la faire 1 minute, 10 minutes? Est-ce que c'est pareil de changer? Non. Donc, il y a la technique, il y a les protocoles. Si au début, on est perdu, c'est normal parce qu'on n'est pas des experts en respiration. Donc, on va demander à qui? À quelqu'un qui est expert en respiration. C'est pour ça que moi, je forme des personnes qui sont des coachs en respiration pour guider les personnes et que moi, je fais un travail sur la respiration qui me passionne. Mais ce travail-là, ça m'a pris 7 ans. J'y ai passé des milliers d'heures. J'ai lu dans plusieurs langues. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros. J'ai voyagé dans plusieurs pays. Je n'ai pas demandé à chacun de faire ça pour commencer à travailler sur la respiration. Moi, j'ai écrit 2 livres, j'ai fait des formations pour justement dire, écoute, moi, je ferai ça, commence comme ça. Donc, moi, si quelqu'un ne sait pas quoi faire, c'est normal. Mais c'est pour ça qu'on va demander à quelqu'un. Avant, on parlait des maîtres et des disciples dans les arts martiaux. Aujourd'hui, ça peut peut-être faire un peu peur. Donc, on parle des mentors ou des coachs. La notion, c'est de se faire guider de quelqu'un qui a déjà fait un peu l'expérience, qui puisse nous donner des conseils. Moi, je vous dis que ça va vous faire épargner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et c'est un peu mon conseil. C'est pour ça que je suis convaincu qu'il manque aujourd'hui une figure professionnelle qui est les coachs en respiration. Celui que je suis en train de former avec l'Académie Inspire. Et mais il y a d'autres écoles de respiration qui sont en train de naître. Et j'en suis heureux. En France, en Italie, dans le monde. Mais donc, là, ce n'est pas la question de tout comprendre sur la respiration pour savoir comment l'utiliser. C'est peut-être juste la volonté de mettre en place ça et commencer quelque part avec quelqu'un, ça peut être un livre, ça peut être une formation en ligne ou une personne physique, à mettre en place des choses en fonction d'une petite méthode. Alors ça va donner quelque chose. De vous dire, ah tiens, la cohérence cardiaque, je l'ai entendu parler, tiens, je vais essayer 5 minutes. Bof, ça n'a rien fait. Ça, vous êtes sûr, ça ne va rien faire. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il n'y a pas une technique miracle. Il y a des techniques puissantes qui peuvent nous décoiffer. Et on peut se dire, certes, je ne suis pas indifférent. Mais ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un processus. Ça ne va pas vous transformer comme ça. L'expérience qui, en une fois, change tout, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est rare. Très rare. Voilà. Très rare. Après, je rebondis sur ce que tu dis. Il y a vraiment un point fort à retenir, c'est que ce soit en termes de respiration, mais toute pratique qui va amener à du changement, elle est forcément faite de manière régulière, elle est progressive et elle est conscientisée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux progresser en sport, si tu t'entraînes une seule fois tous les 3 mois, tu ne vas pas progresser. Si tu veux améliorer ta respiration, si tu respires 5 minutes en conscience par jour ou par semaine, tu ne vas pas progresser, tu ne vas rien changer. Si tu veux te sentir mieux via l'alimentation, si tu fais juste attention à ce que tu manges 1 jour par mois, tu ne vas rien améliorer du tout. Il y a vraiment, pour moi, ces 3 piliers-là qui sont hyper importants à retenir, c'est que tout ce qu'on fait pour pouvoir améliorer son potentiel, ça doit être fait avec ces axes-là, c'est-à-dire de la régularité dans la pratique, de la progressivité dans ce qu'on fait, pas vouloir tout de suite faire les niveaux extrêmement difficiles, et puis surtout que ce soit fait de manière consciente, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur la respiration, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais la respiration, je respire tous les jours. » C'est effectivement un système qui est autonome, qui est géré par notre corps automatiquement, mais c'est souvent pour ça que les gens sont feignants sur la respiration, ou en tout cas, on n'en a même pas conscience. C'est parce que c'est vraiment autonome. Mais à partir du moment où on met de la conscience, de l'attention, et qu'on est progressif, et qu'on est régulier dans sa pratique, on ne peut que avoir des résultats. Absolument. Mais ça, c'est un point difficile à avaler. La régularité dans la pratique, on aimerait bien que ce soit en pilule une fois, c'est réglé. C'est la mentalité, en tout cas occidentale d'aujourd'hui, de pouvoir se dire je ne fais pas de prévention, quand je suis malade, je prends une pilule, je soigne, comme ça je fais ce que je voulais. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. L'hygiène de vie et comment en fait l'environnement
change notre expression génétique, ça s'appelle l'épigénétique, Yes. il est fondamental. Et c'est à la base de l'expression du potentiel humain. C'est justement ça dont on est en train de parler. Le potentiel de chacun, il est déjà là. C'est justement par les pratiques et comment on vit notre vie qu'on va l'exprimer ou pas. Il n'y aura pas la pilule de l'expression du potentiel humain. Il n'y a pas. Ça marche pas. Il n'y a pas avec les plantes médicinales, il n'y a pas avec des drogues nouvelles, il n'y a pas avec il n'y a pas la technique miracle. C'est en fait la régularité dans plusieurs pratiques avec méthode. Et finalement, et c'est vrai, ça demande de l'effort. Mais ça ne veut pas dire que c'est moche, on peut s'amuser. Et en fait, je pense que c'est une clé importante, très importante. C'est que dans nos pratiques, on doit s'amuser en permanence. Et moi, quand je fais mes pratiques, je kiffe. Alors, des fois, je peux me donner plutôt un axe exigeant d'entraînement pour certains objectifs que je peux me donner. OK. Mais la plupart, j'ai fait les pratiques, je me sens bien, ça me donne envie de les faire. Je sens que c'est juste, je sens que ça m'élève, ça m'ouvre, ça me donne de l'espace, je me sens mieux après. Et ça, voilà, c'est pas un truc, oh mon Dieu, ce matin, il faut que je fasse ma pratique. Si on est comme ça va pas durer, ça peut pas durer. Et il y a quelque chose qui va pas à ces moments-là. Il y a quelque chose qu'on doit changer, basculer. Peut-être c'est juste 2-3 choses. Mais après, la question derrière, c'est pourquoi ? S'il n'y a pas de motivation derrière, exactement. Si la seule motivation, ça serait de devoir les faire, ça ne va pas les faire. C'est ce que j'allais te dire, pour qu'il y ait du changement, parce qu'en fait, là, on parle soit d'intégrer quelque chose de nouveau dans nos habitudes de vie, soit arrêter quelque chose. Il y a 2 manières d'y arriver. C'est soit c'est suffisamment ludique pour que ça nous plaise et qu'on ait envie de continuer. C'est un bon point de départ, voilà. Dans les techniques comme ça. Mais par exemple, typiquement, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, souvent, dans l'arrêt d'addiction, il faut qu'il y ait un pourquoi suffisamment fort, qui est plus fort que le plaisir qu'on peut avoir s'ils prennent du plaisir à fumer ou l'envie qu'ils peuvent ressentir, suffisamment fort le pourquoi j'arrête pour pouvoir continuer dans le temps et pour faire en sorte qu'à un moment donné, ce soit suffisamment fait pour que ça ne revienne plus. Souvent, les gens attendent un gros choc émotionnel, c'est-à-dire, je sais pas moi, un déclic, un verdict d'un médecin qui disait « Oula, si vous continuez, il va se passer ci, il va se passer ça », boum, les gens prennent une décision et s'y tiennent. Donc il y a vraiment ces 2 choses-là. C'est, pour moi, soit il y a une partie plaisir qui nous permet d'aller vers, soit il y a une décision... Éviter la douleur, éviter la souffrance. Je vais éviter C'est les 2 choses. Voilà, c'est les 2 axes. Soit ça nous procure du plaisir, donc c'est facile à faire, ou soit on veut éviter la souffrance. Clairement. Mais c'est vrai que du coup, si les pratiques nous donnent pas de plaisir et on ne veut pas éviter une souffrance parce qu'on n'est pas conscient, des fois on ne fait pas de pratique. Et c'est pour ça que je vous dis, dans la pratique, essayez de vous amuser. Comme ça, vous n'avez pas besoin de trouver une souffrance énorme à éviter, même si vous n'en avez pas conscience. Vous le faites juste parce que ça vous fait du bien. Et si c'est gagné comme ça, c'est gagné, c'est en légèreté. Ouais. C'est en légèreté. Donc ça, pour toi, c'est le premier pilier, c'est la respiration. Après, une deuxième chose que pour développer le potentiel humain, ce serait quoi pour toi, après la respiration ? Après, mon parcours a été beaucoup autour du mouvement, donc je dirais que quand même pouvoir bouger son corps, être conscient de son corps, pouvoir explorer les mouvements et surtout les mouvements en nature, je dirais. C'est bien aussi à l'intérieur, mouvement, mais mouvement en nature. Donc il y a aussi la dimension de l'extérieur, de la nature, c'est très important, de se confronter aux éléments. Ça peut être juste marcher pieds nus, aussi simple que ça. Ça peut être s'entraîner sur une terrasse dehors, ça peut être exposé au soleil, au froid, au chaud, au vent, à la pluie, en montagne, à la mer. Je pense que ça aussi, aujourd'hui, on a perdu la capacité à être à l'extérieur. Ouais. Moi, j'ai fait des formations, donc on parle beaucoup d'inconfort, de l'exposition au froid, etc. Et des fois, je me rends compte que si on passe une journée dehors, on est épuisé. Parce qu'en fait, ça demande de s'adapter en permanence sur plein de choses. Et ça demande pas mal d'énergie. Et on a perdu la capacité à vivre à l'extérieur. Aujourd'hui, on est vraiment beaucoup de temps à l'intérieur. Clairement, ouais. Et même si moi, j'ai envie de passer plus de temps à l'extérieur, je me retrouve souvent à l'intérieur. Parce que nos modes de vie, ils nous portent beaucoup à être à l'intérieur. On a besoin d'électricité, on a besoin de la connexion Internet, on a besoin d'un ordinateur. Oh mon Dieu. Ça aussi, c'est une autre chose que je suis en train d'échanger. C'est horrible que je dois souvent être derrière un ordinateur pour faire ce que je dois faire. Moi, je le trouve de plus en plus horrible.
Ouais, Alors, je je suis d'accord avec peux être debout, standing desk, marcher sur un tapis, tout ce que vous voulez. Mais, waouh! Non, j'aime pas ça. toi. Ouais, c'est pareil, c'est quelque chose qui devient de plus en plus contraignant, en tout cas pour moi, que ce soit ordinateur ou téléphone, de te dire je suis obligé de passer par là pour pouvoir faire mon boulot et pouvoir évoluer dans ce que je veux développer. C'est parfois frustrant. Parfois, tu as envie de passer par d'autres moyens moins technologiques. Mais tu parles beaucoup de mode de vie. Tout à l'heure, tu disais qu'en Occident, on avait plus, entre guillemets, le goût de l'effort, c'est-à-dire on voudrait que tout aille très vite, facilement. On va chez le médecin, on prend un médicament pour se soigner. Dès qu'on peut, on prend une trottinette électrique plutôt que de marcher. On est vraiment dans une génération, je ne sais pas si c'est générationnel ou en tout cas si c'est un mode de vie occidental qui est comme ça. Mais pour toi, est-ce qu'il y a un retour aux instincts primaires, ou en tout cas de base, qui serait nécessaire pour améliorer sa santé? Bah, c'est sûr qu'il y a 2-3 choses qui doivent changer par rapport à comment on mène notre vie et comment la société est fondée aujourd'hui pour que la santé s'améliore d'elle-même. Après, je suis aussi persuadé qu'il faut une transition douce par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas tout changer de vie, parce qu'on va être en santé, il n'y a personne qui va les faire. Dire oui, vous êtes, c'est hypothétique, ce que vous dites, c'est waouh, très bien. Mais moi, j'ai une famille, j'ai un boulot, je ne peux pas faire vos conneries. Par contre, ce que je pense, c'est que justement, avec les pratiques que moi je fais et que j'enseigne dans les stages, il peut y avoir une transition douce dans le sens où, tout en faisant comme on est en train de faire, avec la mise en place de ça, on peut travailler plus en prévention et peut-être doucement changer certaines choses les uns après les autres pour ne pas tout foutre à l'air. Ouais. Devoir partir dans un temple, méditer, quitter son travail, quitter sa famille, partir en Orient. Ah, ça, certains l'ont fait, c'est un choix. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas faire ça, ils ne veulent pas. Et je comprends. Donc, il faut apporter une solution pragmatique aussi, dans le sens comment, en quelque sorte, j'arrive à avoir plus de prévention, à mettre en place notre travail, tout en restant dans ma vie, en faisant ce que j'ai fait, pour amener un peu de marge de travail, un peu de latitude, un peu. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Parce que si, il y a 10 ans, tu me disais, maintenant, tu quittes tout. On va t'apprendre la méthode Wim Hof, la respiration. Tu vas devenir professeur de yoga. Tu vas aller en Inde. Tu changes ta vie d'un coup, comme ça, demain. J'aurais dit, mais non. Oui. Non, attends, c'est trop. Par contre, comme ça s'est fait progressivement sur une vie, aujourd'hui, je vois que je l'ai fait et je me dis merci. Donc, il y a ça aussi à garder en tête. Comment, dans notre vision du monde occidental, qui est celle qu'elle est, avec nos croyances, qui elles sont celles qu'elles sont, je ne suis juste pas en train de critiquer, comment on amène une transformation positive par rapport à là où on veut aller, si on veut y aller. Parce que si on ne veut pas y aller, ok, c'est bon, hein, chacun fait ses choix. Mais si on veut travailler plus en prévention, si on veut voir plus des marges de latitude, si on veut ralentir, si on veut tout ça, comment on amène des choses dans notre quotidien qui nous permet de les faire progressivement pour ensuite peut-être faire un changement, si on veut, toujours, vers cette direction-là. Voilà. Respiration, mouvement. Je tiens à préciser sur la partie mouvement, on parle vraiment de mouvement. Donc, il y a des gens pour qui le mot sport, ça fait peur. Pour moi, je suis coach sportif depuis plus de 10 ans. J'ai accompagné pareil pas mal de personnes. Et je sais que pour certains, des fois, c'est un frein. Il y a des personnes qui n'aiment pas le sport, mais parce que dans leur sport, dans le mot sport, il y a, pour eux, dans leur inconscient, il y a la partie se défoncer, aller à 300%, transpirer. On a bien parlé de mouvement, et pour moi, c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser, ou d'activité physique, pour pas faire peur, mais vraiment, l'idée, c'est de se bouger, mettre son corps en activité, son corps en mouvement, se déplacer. Dans un autre bouquin que j'ai pu lire, qui est un bouquin qui fait le lien entre l'activité physique et l'activité cérébrale, les bienfaits du sport sur le cerveau. Il parle du fait de se déplacer, de déplacer son cerveau dans l'espace. Ce que ça produit en termes de sécrétion hormonale également, en termes de bonheur également, c'est hyper important de se bouger, de se mouvoir. Et encore plus, effectivement, c'est encore plus bénéfique à l'extérieur.
Voilà, changer d'environnement. Souvent, les gens disent « Ouais, j'ai besoin de partir en vacances pour me ressourcer ». Quand on part en vacances, on change de lieu, on déplace son corps dans l'espace et au niveau du cerveau, ça permet de créer d'autres connexions neuronales et d'accéder à une sensation de mieux-être, tranquillité. Et donc ça rejoint l'idée de mouvement. Voilà, c'est pour ça que je tenais à préciser ça. Donc respiration, mouvement et si tu devais donner d'autres... les liens avec la nature, donc c'est important pour moi. Après, bien sûr, ça, tout le monde en parle, l'alimentation, on va pas. Qu'est-ce que tu fais, toi, d'un point de vue alimentaire, pour toi? Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de choses et j'en parle pas beaucoup sur l'alimentation parce que c'est très émotionnel. Et dès qu'on parle d'alimentation, les gens rentrent dans des camps. Moi, ça oui, ça non. Et en fait, moi, je vois beaucoup de choses dans l'alimentation comme des techniques. C'est comme des techniques qu'on peut utiliser à un certain moment pour certaines finalités. Mais après, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de dire ce que j'ai fait parce que ça peut être vraiment incohérent pour d'autres et en sachant que je passe beaucoup des phases. Le plus important pour moi, je pense, c'est de trouver ce qui nous fait du bien. Quand on se sent que comment on est en train de faire, c'est là où ça nous valorise en termes d'énergie, d'humour, de présence, de concentration, d'être, alors c'est bon. Voilà. Et je pense que ça va être très différent. Après, des choses assez simples comme manger des aliments de qualité, ça je pense que c'est valable. Si vous achetez quelque chose de cuisiné qui est plein de produits chimiques, des pesticides et des matières transformées, ça ne peut pas vous faire du bien. Alors peut-être ça ne va pas vous tuer, mais ça ne peut pas être la voie royale de l'alimentation. Donc moi j'essaie de manger des trucs simples, sains, et puis je ne me prends pas trop la tête sur quelle technique j'utilise à quel moment, parce que je n'ai changé beaucoup. Et je n'ai pas trouvé un truc qui est, pour moi, c'est ça. Ouais. Donc, je n'en parle pas trop parce que ça bouge un peu. Okay. Mais c'est important, ça aussi, de les garder en tête. Voilà, donc je donne des choses simples, la qualité de ces aliments, les moins transformés possibles, qui maintiennent une flore intestinale la plus saine possible. Si vous faites ça, déjà, ça vous prend la tête sur trop des techniques spécifiques à l'alimentation. Je pense que déjà, c'est gagné. Parce que ça vous donne de la liberté, ça vous donne aussi de pouvoir profiter de sortir manger un pizza et un bière avec les amis de temps en temps. Et vous n'êtes pas « Ah, moi, il faut que je suive cette case, donc ça, non, ça, oui. Ça. » Et puis, on devient fou, et puis les liens sociaux nous rendent la vie impossible. Donc, sur ça, je vous laisserai explorer dans d'autres coins. Après, ce qui est important pour moi, c'est les liens avec la sphère du mental, des émotions. Ça peut se travailler par la méditation. Okay. Par exemple... et pour moi, c'est important aussi de garder en tête la sphère du lien à soi et du lien à ce qu'il y a au-delà de ce qu'on peut voir. Et certains, ils peuvent parler des contemplations, des spiritualités, certains peuvent parler des philosophies, des développements personnels. Il y a plusieurs termes par rapport à ça. Mais si cette transcendance-là, elle manque, à mon avis, c'est aussi quelque chose qui des fois nous dit, c'est comme s'il manquait quelque chose. Je mange bien, je bouge, je respire, je médite, j'ai une famille, j'ai un bout. Il y a tout ça, en fait, mais c'est comme s'il manquait quelque chose. Et à mon avis, c'est cette capacité à aller au-delà de tout ce qui est matériel, justement. Et on pourrait parler des spiritualités, mais des fois, c'est un terme qui est connoté à d'autres choses qui sont religieuses ou autres. Mais non, je ne parle pas de ça. Je parle de comprendre une dimension humaine autre par rapport à la dimension physique qui est réelle, que vous y croyez ou pas, elle est réelle. Et des fois, on l'exprime avec une marche en nature. Et des fois, on l'exprime en méditant. Et des fois, on l'exprime en chantant des mantras. Et des fois, on l'exprime en faisant la musique. Mais c'est une dimension liée avec l'art aussi, ou la science, ou les lois de la nature, ou, je ne sais pas, vous voyez, la religion, pourquoi pas. Hein, mais voilà, je ne veux pas là rentrer dans des cases. Mais si celle-là manque, c'est un peu comme mal manger, mal respirer, mal bouger, mal dormir. Je pense qu'elle doit être intégrée dans tout ça. D'équilibre. Oui, parce que ça fait partie des piliers de la santé, de la vitalité globale. Donc pas que du corps, mais aussi du cœur et aussi du mental. Donc cette dimension-là, elle existe. On ne peut pas l'ignorer de toute façon. Très brièvement, pour toi, la méditation, c'est quoi ? Parce que c'est un vaste sujet, on entend partout parler de méditation. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient ou qui se mettent à la méditation, mais qui disent je ne sais pas faire. Pour toi, méditer, ça commence avec quoi ?
Alors ça, c'est une question difficile, hein, Alex. Parce que déjà, juste si on prend une tradition qui est celle qui en parle le plus de la méditation dans le yoga, il y a déjà trois niveaux directement. D'emblée, on ne parle pas de méditation, on parle des retraits des sens, ça veut dire déjà se calmer en fait, éviter les distractions. La deuxième, c'est la concentration, donc pouvoir se recueillir. Donc on enlève les distractions, on a son potentiel d'attention, de concentration, on les concentre. Et puis là, on commence, quand ça c'est dans la durée, à pouvoir méditer. Donc finalement, la méditation réelle, je pense qu'elle est pour la plupart de nous quelque chose qu'on n'a pas connu. Et je ne sais pas si moi je peux avoir dit, peut-être des moments courts de méditation, je les ai faits, mais on parle plutôt des recentrages, concentration, présence. C'est déjà super. Mais si on veut peut-être parler, qu'est-ce qu'est la méditation pour moi, c'est de pouvoir peut-être dépasser un peu mes limites, mes croyances limitantes, mes limites. On parle d'expression du potentiel humain, ça veut dire peut-être se connecter à quelque chose de plus grand que soi, de pouvoir se sentir plus unifié en soi et à l'extérieur de soi, moins séparé. Donc peut-être c'est ça, dans la méditation, qu'on peut voir. Alors certes, s'asseoir, un tailleur, voilà, fermer les yeux, ne penser à rien, oui, c'est méditer. Mais en soi, ça ne sert à rien. À quoi ça sert? Je veux dire, si l'objectif c'était juste de s'asseoir et fermer les yeux pour s'asseoir et fermer les yeux, vous me dites à quoi ça sert? À rien. Alors après, si ça nous calme, tant mieux. Okay? Mais l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin. Ça, c'est une technique pour aller quelque part. C'est quelque part, ça peut être, par exemple, éliminer les distractions. Couper les boucles des pensées négatives qui nous pourrissent la journée, qui nous génèrent des émotions négatives et qui nous épuisent. Mais après, on peut aller un peu plus loin. Ça peut être peut-être se sentir plus connecté à la nature autour de nous, pour mieux la respecter, aux personnes autour de nous, pour mieux les aimer. Plus de gratitude. Voilà, par exemple, ça peut être ressentir de la gratitude, ça peut être ressentir, générer de la joie, générer du bonheur. Ça, ce sont des pratiques méditatives. Et après, voilà, l'extrême, c'est de se sentir partie de tout et relié son mental, le mental du monde, ça veut dire se sentir pas séparé. Ça, c'est comment est décrit dans le yoga. Moi, j'ai eu des moments où je l'ai senti, mais ce n'est pas en permanence. Alors, c'est un peu ça la méditation. Donc, c'est la sphère la plus grande de la méthode Wim Hof, la sphère du mental. C'est la plus difficile à décrire. Mais c'est là où il y a beaucoup aussi à creuser, à mon avis. Après, voilà, il ne faut pas faire la confusion entre la technique, la méthode, la finalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Et certains, ils n'ont pas envie de méditer parce que pour eux, c'est s'asseoir et fermer les yeux. Ben, je comprends. Moi aussi, je n'ai pas envie juste de m'asseoir et fermer les yeux. J'ai envie de faire d'autres choses. Oui. Mais ce n'est pas ça, en fait, méditer. Il y a des personnes qui pensent ne pas réussir à pratiquer la méditation, en tout cas à essayer de pratiquer la méditation, parce qu'ils pensent tout le temps et ils considèrent que ce n'est pas normal de penser tout le temps. Oui, c'est difficile, en tout cas, d'évider la tête. C'est une pratique des méditations avancées. Et là, je vous conseille de commencer par une pratique de méditation simple. La conscience de votre respiration. Vous observez l'air qui rentre, vous observez l'air qui sort, sans rien d'autre faire. C'est la pleine conscience de la respiration. C'est le premier niveau d'entrée des méditations. Ça, tout le monde peut le faire. Peut-être 2 minutes. Pause, 2 minutes, pause. Ouais, moi, je l'appelle, c'est un concept, c'est la méditation à haute intensité à intervalle. 2 minutes de méditation, pause, je me lâche. 2 minutes de méditation, pause, je me relâche. Je commence comme ça. C'est quoi la méditation? J'observe l'air qui rentre, j'observe l'air qui sort. Point. Basta. L'étape d'après, je compte les respirations. Et ça, vraiment, c'est très bien. Ça, tout le monde peut commencer par là. C'est un axe pratique pour se mettre à la méditation. Top. Donc, là, on a déjà abordé pas mal de piliers du développement du potentiel humain. J'aimerais qu'on aille vers quelque chose qui est plus en lien avec ton actualité. J'aimerais qu'on parle du petit challenge du beau challenge que tu as préparé, que tu vas conclure ce dimanche. Donc le marathon de Tours. Je vais te laisser un petit peu plus étayer. Juste, je donne le contexte. Marathon de Tours. Leonardo s'est préparé. A fait une préparation minimaliste et surtout en essayant de faire son marathon uniquement par respiration nasale. C'est ça? C'est ça, exactement. Donc j'aurai un scotch sous la bouche
Comme ça, c'est visuel. Voilà. Mais les scotch ne va pas m'aider en quelque sorte, ce n'est pas un outil. Donc, je vais effectivement respirer par le nez et courir la distance de 42 km. Et en sachant que je n'y suis pas un coureur à la base, et j'ai fait une préparation minimaliste, au moins minimaliste dans le sens de la préparation classique. Mais j'ai travaillé beaucoup la respiration. Et en fait, ces défis, c'est plutôt un éloge à la respiration. C'est mettre en avant l'importance de bien respirer pour réussir des défis ou réussir sa vie. Parce qu'à mon avis, la respiration est négligée et en même temps, ça peut amener beaucoup, ça peut vraiment aider à ressortir un grand potentiel en soi, une grosse énergie, une grosse capacité d'endurance. Moi, j'en suis persuadé. Et donc, je voulais courir un marathon en n'ayant jamais couru plus que... j'avais jamais couru avant plus que 15 km. Et là, j'ai fait un 20 km pour la première fois de ma vie il y a quelques jours. Et c'était un peu tout dans ma préparation, c'était ça. Okay. Et donc, c'est un défi que je me lance, je vais les faire pour vraiment mettre en avant la respiration. Et pas pour remplacer ce qui se fait déjà de très bien par rapport à la préparation du marathon, qui a sa validité. Mais souvent, qui néglige un peu la respiration. Mais je ne veux pas non plus juste parler de la course et la respiration. Je veux vraiment mettre en avant l'importance de la respiration pour ressortir un potentiel. Donc moi, je ne suis pas coureur, je ne cours pas bien. Comment la respiration peut m'aider? Alors, après, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait la posture, j'ai travaillé un peu aussi sur l'hygiène des vies, la méthode Wim Hof, la méditation, tout ça fait partie de cette préparation. Mais donc, c'est une préparation autre. Je n'ai pas beaucoup fait des bornes. Ce n'était pas ma préparation. Tu sais combien de kilomètres tu as fait dans ta prépa? Ouais, vraiment pas beaucoup. Ah, vraiment pas beaucoup. C'est une bonne question. Allez, si j'ai fait peut-être moins de 5 km sûrement, en 3 mois. En 3 mois, ok. Ouais, c'est... Bon, pour ceux qui n'ont pas de notion, on va dire que dans une préparation à peu près normale... Mais beaucoup moins, je pense que 5 km. Là, je pense à 100 km, c'est au moins le minimum qu'on fait par mois. Et ça sur 3-4 mois. Non, je pense que je fais moins que ça. Donc, peut-être quelque chose comme 80, mais pas plus. Ok. Ouais. Donc, pour résumer, c'est vraiment pas l'idée de montrer un exploit sportif pour dire il n'y a pas besoin de se préparer, tout le monde peut le faire. Non, mais vraiment, donc on a bien compris le fait que ce soit l'éloge à la respiration, replacer la respiration au centre du débat sur qu'est-ce que la respiration peut apporter et toute son utilité pour développer nos capacités. C'est ça. Et le marathon, je pense que c'est un bon exemple parce que c'est assez symbolique. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la course à pied maintenant et de plus en plus qui aimeraient courir des marathons. En tout cas, même si vous n'aimez pas courir, vous savez ce qu'est un marathon. Et là, ça va être dimanche, le moment de vivre l'expérience. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de te suivre? Oui, tout à fait. Donc, déjà sur Instagram, il y aura les lives de la journée. Donc, Inspire Potential. Et puis sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle toujours Inspire Potential, je vais faire la vidéo de tout ça. Donc, ce sera possible de suivre les défis en live après ce que j'ai fait avant, parce que j'ai partagé dans un groupe Facebook qui est ouvert à tout le monde. Il faut juste s'inscrire. Qu'est-ce que je faisais pour me préparer? Mes exercices de respiration. Tu fais beaucoup de respiration. Mes méditations, mes étirements, des postures de yoga, des petites sorties de course. Des choses aussi autour de l'alimentation, des choses en lien avec tout ça. Ok, super. Comment tu le sens là? Comment tu te sens Je suis assez serein. Après, j'ai conscience que certaines choses n'ont pas été parfaites par rapport à ma préparation parce que la vie est la vie. Elle m'a amené plein d'autres choses à gérer en même temps, des déplacements, du travail, des petites difficultés qui sont arrivées. Mais du coup, on ne peut pas exclure ça. Mais je suis assez serein et puis j'ai envie aussi de faire ça vraiment pour mettre en avant la respi. Donc, ce n'est pas pour moi montrer fort, mais c'est vraiment pour pouvoir aussi mettre en avant la respi. Donc, je serai, je pense, capable de donner quelque chose par rapport à ça. Je serai sur place le jour J et je te propose qu'on... Tu vas me soutenir. Je vais te soutenir. Et je te propose qu'on fasse un petit débrief, soit juste après la course, soit via un visio. Il faut que j'enlève les scotch.
c'est mieux pour communiquer. On ne fait pas encore de télépathie, mais ouais, ça m'intéresserait de voir un petit peu ton retour, comment tu as vécu le marathon, et puis tu vois, que tu nous livres un petit peu tes différents ressentis. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah, top. Bah, écoute, Leonardo, je te remercie. Et merci. Merci vraiment de ta présence, de ta venue aujourd'hui, de cette interaction qu'on a ensemble. Et puis j'espère qu'on va pouvoir se retrouver très vite, déjà dimanche. Et puis pour des éventuels d'autres stages, je vous invite également à vous rendre sur les réseaux sociaux de Léo. Et pour tous ceux qui sont curieux autour du développement du potentiel humain, des personnes curieuses de la méthode Wim Hof ou de la respiration, je pense que vous avez un référent top niveau en France, voire en Europe, qui est Léo. Et donc n'hésitez vraiment pas à aller le rencontrer, hyper accessible, que ce soit Léo ou Élise. Avec grand plaisir. Moi, j'ai participé à un stage, j'ai pris la formation respiration niveau 1. Voilà, donc je suis vraiment convaincu par ton travail. Et donc, une fois de plus, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci Léo.